BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. La France peut-elle redevenir une grande terre d'industrie? Voilà la question à laquelle ils répondront. Et puis dans la deuxième partie, nous retrouverons nos deux critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Colo et notre globetrotter Benaouda Abdelhaim vous fassent voyager dans le temps et dans l'espace. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Depuis 2 ans, bien avant la crise sanitaire de Covid-19, l'industrie reprend du poil de la bête en France, mesdames et messieurs. Il y a ces créations nettes d'emplois, il y a ces usines qui sont plus nombreuses à ouvrir qu'à fermer, et puis il y a ce volontarisme affiché par le président de la République au cœur de la crise, volontarisme qui vise à relocaliser en France certaines productions au nom de notre sécurité médicale et alimentaire. Alors, la France peut-elle vraiment redevenir une grande puissance industrielle? Peut-on espérer relocaliser certaines productions? Et à quelles conditions? À quel prix pour les clients et avec combien d'emplois à la clé? Réponse avec nos deux invités. Anaïs Voigilis, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique et consultante chez June Partners, et vous publiez avec Olivier Luancy Vers la renaissance industrielle, sans point d'interrogation, je précise bien. C'est aux éditions Marie B avec la Fabrique de l'Industrie, c'est ça? En soutien. En soutien. Michael Valentin, bonjour. Bonjour. Michael, vous êtes directeur associé du cabinet de conseil OPO et vous publiez Hyper Manufacturing, l'après-Lean. Oh, le furieux titre de consultant. C'est chez Duno. Allez, on commence avec vous, Anaïs. D'abord, juste regardons un peu dans le rétroviseur. Pourquoi la France, de tous les grands pays européens, est celui qui s'est le plus désindustrialisé ? Alors, il y a plusieurs explications à la désindustrialisation de la France. Il y a des explications qu'on donne traditionnellement qui sont des aspects macroéconomiques, coût du travail, poids de l'administration, etc. Mais il y a aussi une chose qu'on explique moins, c'est le rôle des acteurs dans cette désindustrialisation et les choix qui ont été faits de manière plus ou moins implicite. On va donner 2 exemples. L'Allemagne, dans les années 90, fait le choix très clair de devenir une puissance industrielle, un pays site de production, et donc met tout le pays en mouvement pour soutenir son industrie et fait des réformes dans ce sens. Autre exemple, le Royaume-Uni, dans les années, sous les années Thatcher, fin des années 70, fait le choix inverse et dit « moi je deviens un pays de services, une industrie de services », et donc fait le choix d'accepter cette désindustrialisation, mais en mettant en même temps une politique pour attirer les investissements étrangers et donc préserver certains fleurons industriels. Et la France, elle est au milieu de ça. Elle ne fait pas vraiment le choix de se désindustrialiser et devenir un pays de service, puisqu'elle maintient des politiques industrielles bon an, mal an. Mais elle ne fait pas non plus le choix de devenir une grande puissance industrielle. Vous parlez des années 90 pour l'Allemagne qui confirme le choix de l'industrie. Nous, rappelez-vous, c'est l'époque où on est en plein dans cette espèce de mirage du pays sans usine. C'est quand même cette tentation. Ça a été la tentation en tout cas de la France et qui a été appuyée par certains industriels. On se souvient tous de Serge Tchourou qui disait, avec le groupe Alcatel, un groupe sans usine. Donc il y a eu une responsabilité dans un contexte européen sur lesquels les groupes français n'étaient pas forcément armés, une évolution de la mondialisation, c'est tout ça qui se produit. Michael Valentin, vous commencez votre livre par une photographie un petit peu du paysage industriel mondial et vous dites il y a 3 groupes de pays. Ouais, il y a 3 groupes de pays. Aujourd'hui, vous avez les valeurs sûres, qui sont l'Allemagne, Anaïs en parlait juste à l'instant, et le Japon, qui sont les pays qui ont bien réussi dans le XXe siècle, dans l'économie du XXe siècle, donc avec des secteurs comme l'industrie automobile, la construction de machines, tous les équipementiers de l'industrie. C'est-à-dire des vieux pays industriels qui ont su rester des grandes puissances industrielles. Qui ont toujours une vingtaine de % de part de l'industrie dans le PIB aujourd'hui. Vous avez les nouveaux entrants, donc eux, c'est ceux qui sont arrivés directement en première division. Ils sont des nouveaux clubs, si on veut. Donc vous avez typiquement la Chine.
Vous avez Taïwan, la Corée du Sud, eux ils sont nés, enfin le système industriel est né chez eux quasiment en même temps que le digital, et donc c'est des puissances qui profitent à plein de ce nouveau système de robotisation, d'automatisation, donc ils n'ont pas l'héritage en fait des anciennes puissances, et ils arrivent directement dans une nouvelle forme d'industrie. Et vous avez ce que j'appelle moi les belles endormies, donc la France en fait partie, Anaïs en parlait. Ouais. La France, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui sont des pays de tradition industrielle, qui ont encore tous les métiers, qui ont les compétences encore, malgré ce qui s'est passé en France, pour réussir, mais qui n'ont pas complètement profité de la nouvelle vague du digital et qui ont un peu loupé la vague d'avant, qui était la vague d'équipementiers de l'industrie, quoi. Alors, Anaïs Ouajilis, on se dit, à chaque révolution industrielle, c'est l'occasion de rebattre les cartes. Et peut-être que les pays qui avaient du retard, ils vont peut-être se ressaisir. C'est ce qu'on espère avec la France, puisqu'on nous dit que nous sommes entrés dans l'industrie 4.0. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'industrie 4.0 ? Alors, l'industrie 4.0, ça correspond à l'idée qu'on serait entré dans une 4e révolution industrielle, après avoir connu 3 révolutions industrielles. C'est un concept... C'est quoi les 3 premières Alors, les 3 premières, très vite. C'est l'essor de la machine à vapeur. Ça, c'est la première. Première. Deuxième, électrification des usines. Ouais. Et troisième, révolution des TIC. L'informatique industrielle, ouais. Informatique industrielle, voilà, si on peut. La troisième, c'est les... technologie de l'information et de la communication qu'on appelle TIC, Ouais. qui pénètre dans les usines à partir fin des années 70, début des années 80. Et la 4e révolution industrielle, ça serait, c'est ce que en fait les Allemands ont appelé avec leur idée d'industrie 4.0. Il faut voir aussi pourquoi les Allemands ont fait le choix de parler d'industrie 4.0. Ils sont partis d'un double constat. Premièrement, c'est que leur leadership industriel était en train d'être remis en cause par les puissances industrielles dont parlait Michael, à savoir la Chine et la Corée du Sud. L'entrée de nouveaux acteurs sur le terrain industriel, des acteurs du numérique, à savoir les GAFAM, qui n'étaient pas traditionnellement sur ces métiers, avec la volonté d'investir dans le véhicule autonome, les lunettes connectées, etc. Et l'Allemagne s'est dit, pour garder ma puissance industrielle, il faut que mes industriels réagissent. Et donc, on est arrivé sur l'industrie 4.0 qui a été lancée à la foire de Hanovre en 2011 et qui petit à petit a pris son essor dans le monde entier avec des concepts plus ou moins différents. En France, on parle plutôt d'industrie du futur. Mais derrière tout ça, on est sur des approches très conceptuelles. Les vraies questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'industrie a un tournant ? Ouais. Comment elle le prend, c'est-à-dire comment elle se modernise, comment on investit dans nos sites industriels en France alors qu'on a des marges plutôt faibles, est-ce que les modèles économiques sont bons, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aller vers de nouveaux modèles économiques pour sortir d'une unique logique de la bataille sur les coûts, parce qu'on sait dès à présent que l'industrie française ne pourra pas gagner la bataille des coûts. Donc elle va devoir se positionner sur d'autres sujets et trouver de nouveaux leviers de création de valeur et de nouveaux leviers de différenciation. Alors, j'entends bien vos 4 révolutions industrielles que vous séquencez d'ailleurs avec des grandes ruptures, des grandes innovations technologiques. Mais Michael Valentin, en fait, on a l'impression que, ok, il y a des innovations technologiques, mais que la logique de l'organisation industrielle est toujours la même. C'est-à-dire que si vous prenez, alors on a parlé de Fordisme, on a parlé de Taylorisme, on a parlé de Toyotisme, mais finalement, tout ça, c'est toujours la même logique, poussée toujours un peu plus loin. C'est-à-dire cette espèce de verticalité pour être toujours plus efficace, moins coûteux, vous le disiez, dans la production de gros volumes. Alors justement, non. On entre aujourd'hui dans un nouveau paradigme. Alors ma question, c'était ça. Est-ce que cette 4e... elle est vraiment, cette fois-ci, radicalement différente. Elles sont toutes radicalement différentes, les révolutions industrielles. À chaque fois, une révolution industrielle, c'est quoi ? C'est effectivement des nouvelles technologies, c'est des aspirations nouvelles de la société, et pour que tout ça, ça fonctionne, c'est de nouveaux modèles d'organisation. Mais en quoi le toyotisme, c'est différent du Fordisme ? Le toyotisme est très différent du Fordisme, parce que dans le Fordisme, vous aviez justement un système très vertical, un système d'ingénieurs, en gros, pensé par les ingénieurs pour que, sur le terrain, on puisse différencier les tâches et que chacun sa tâche, mais très répétitive. Ouais. Alors que dans le toyotisme, vous avez un mouvement qui vient plutôt par le bas, où on fait confiance aux individus pour améliorer leur poste de travail. Et c'est comme ça qu'on va créer de l'amélioration. Donc un concept, même philosophique, très différent du Fordisme. Bon d'accord, vous m'avez convaincu. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère qui est l'ère de, moi que j'appelle de l'hypermanufacturing. Alors c'est quoi l'hypermanufacturing ? En fait, l'idée, c'est qu'on va pas pouvoir réindustrialiser, relocaliser en faisant les mêmes recettes qu'avant, justement. Si on fait comme avant, on va faire l'industrie du XXe siècle et on va perdre. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer un modèle d'organisation qui soit à la fois, qui permette de faire plus de compétitivité dans l'usine, donc Anaïs en parlait, être plus efficient, être plus agile, créer plus de confort au travail pour les opérateurs aussi, parce que c'est très important que l'industrie redevienne attractive pour les jeunes. C'est comme ça qu'on va moderniser les usines et puis attirer des jeunes talents.
Et par ailleurs, à l'interface des usines, et ça Anaïs en parlait aussi, c'est les nouveaux modèles d'affaires. C'est comment est-ce que dans les chaînes de valeur, on crée des modèles qui soient beaucoup plus prédictifs pour que les flux soient plus prédictifs pour réagir en temps réel à la demande des clients. On ait des choses plus transparentes pour que quand on achète un produit, on sache d'où il vient, est-ce qu'il a bien respecté les conditions locales, est-ce qu'il a été fabriqué localement, etc. Et on profite aussi du mode réseau. On parle beaucoup par exemple de Tesla, d'Elon Musk, ou de toutes les boîtes comme ça qui se mettent à faire des produits en réseau. Le gros avantage de ce mode réseau, c'est que vous pouvez créer des modèles d'affaires très différents qui vont permettre d'être aussi circulaires, donc pour respecter la planète et respecter l'emploi local. C'est-à-dire que localement, vous allez peut-être qu'à terme, il y aura des petites unités industrielles dans l'arrière-cour des boutiques où vous allez différencier les produits avec de l'impression 3D et être capable comme ça d'éviter d'avoir des gros mastodontes qui consomment énormément d'énergie, qui sont en Chine et d'avoir des coûts de transport énormes pour apporter les produits ici en France. Vous dites le cœur de l'hyper-usine, c'est le développement continu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à développer des process comme on développe des produits. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on apprend des acteurs du digital. Justement, la grosse révolution, et c'est de là que vient aussi l'hypermanufacturing, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis avec la Silicon Valley et Tesla. Ça vient de la Chine avec Shenzhen où il y a des géants du digital aussi. En Europe, on manque de ces géants du digital. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent que pour créer des produits, ce qu'on appelle des produits sur le terrain, c'est-à-dire des outils digitaux, des smartphones, des tablettes, des applications qui servent à gérer les flux, etc. Il faut le penser comme si on pensait dans la vie quotidienne aux utilisateurs extérieurs. Donc il faut que les gens aient des outils confortables. C'est ce qu'on appelle développer des produits de terrain, comme on développe des process. Donc à terme, un opérateur ou un chef d'équipe sur le terrain dans une usine, il gérera ses hommes, il gérera ses machines et il gérera toutes ces données, tous les outils digitaux de la même manière. Ça fera partie de son quotidien en fait, ça rentrera dans l'ADN de son quotidien. Donc c'est ça qu'on appelle le développement continu et ça ne pourra marcher comme dans le cas du toyotisme, et ça c'est un point commun entre le toyotisme et l'hypermanufacturing, que si ça vient des équipes. Donc il faut transmettre cette compétence, apprendre aux gens à définir eux-mêmes leurs outils, à mieux utiliser leurs données pour créer de la valeur dans l'usine et à l'interface de l'usine. Alors, les équipes, vous en parlez, Anaïs Voigilis, mais il y aura qui dans les usines demain ? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a un grand mythe aujourd'hui qu'on voit autour de l'automatisation et de la robotisation des usines. Il y aura toujours besoin d'humains dans les usines. Il y a des industriels qui ont essayé de passer de l'homme dans les usines et on voit qu'en général, ça fonctionne pas. On va juste avoir une évolution des postes et des compétences. C'est-à-dire que ça ne va plus être les mêmes profils. On va être sur des profils en général plus d'ingénieurs parce qu'à partir du moment où vous êtes en train d'automatiser fortement votre usine, vous avez besoin de compétences en informatique et en algorithmie beaucoup plus poussées que quand vous êtes sur une usine avec des process très manuels, avec des gens, une personne par poste. Donc, bien entendu, encore des hommes dans les usines, mais il y a un tournant aussi à faire et c'est l'un des enjeux. C'est-à-dire qu'on parle de faire renaître l'industrie, mais il faut qu'on ait les compétences pour toutes les évolutions qu'on va connaître dans nos usines et dont parle Michael. Et ça, aujourd'hui, eh bien, il y a un manque d'adéquation entre les besoins des industriels et les compétences sur le marché qui étaient très criantes avant la crise du Covid. Alors, Anaïs, qu'est-ce qui vous permet de penser que la France va redevenir une grande puissance industrielle? Et j'ai presque envie de dire, la question c'est, est-ce que c'est de redevenir une puissance industrielle ou une terre industrielle? Alors, je crois qu'il y a plutôt question aujourd'hui de redevenir une terre industrielle avant d'être une puissance. On a vu ces dernières années une évolution du discours sur l'industrie. On est passé de représentations très négatives, où on voyait l'industrie comme quelque chose de sale, has-been, peu rémunérateur, à des positions qui évoluent, avec une grosse prise de confiance en 2012 avec le rapport Louis Gallois, qui a amené aux 34 plans de Arnaud Montebourg. Voilà, des choses qui sont faites. Des grands trucs à la française. Voilà, des grands trucs à la française qui ne sont pas forcément en intégrant les besoins du marché, mais en tout cas, on voit que la France évolue. On voit qu'Emmanuel Macron a aussi évolué dans sa représentation de l'industrie. On se souvient, en 2017, c'était les grands discours sur la Startup Nation. Aujourd'hui, l'industrie, on commence à la remettre dans les lieux de pouvoir. Une bonne illustration, c'est la réunion qui a eu lieu à l'Élysée début janvier, où on a présenté des produits français. Donc les représentations évoluent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la France réussisse. Il y a des aspects administratifs, recréer de l'attractivité, sur faciliter l'implantation de nouveaux sites industriels en France. Donc ça, c'est tout ce qui est complexité administrative, hyper-réglementation. Il y a des sujets de fiscalité, donc on parle à la fois la lisibilité de la fiscalité, mais avoir une fiscalité plus juste et qui favorise la compétitivité de nos industriels. Mais il y a aussi tout l'investissement que les industriels vont devoir faire pour moderniser leur site et créer une offre qui réponde vraiment aux attentes du marché. Moi, j'y crois. Alors, bien entendu, il y a le Covid qui vient fragiliser un tissu productif qui a déjà été fragilisé par 40 ans de désindustrialisation, qui a amené une perte de compétences. Mais on n'est pas
mal positionnés dans cette bataille. On a des ingénieurs qui sont très formés, on a une French Tech qui est assez puissante et qui peut se tourner vers l'industrie. D'ailleurs, Michael œuvre dans ce sens dans son quotidien. Il y a plein de choses qui laissent espérer cette réindustrialisation, mais il faut qu'on prenne ce tournant maintenant, qu'on s'y engage, que ce soit les industriels qui portent cette bataille et que les pouvoirs publics leur mettent les moyens à disposition pour réussir cette bataille. Michael Valentin, vous y croyez, vous, à la réindustrialisation de la France ? Oui, bien sûr, j'y crois. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Ouais. Donc, et alors, par quel bout on prend le problème ? Ok, l'aspect macroéconomique, on a compris, fiscalité, réglementation, ça, ok. Mais on se dit, la nouvelle donne, c'est quoi ? C'est la transition énergétique ? La nouvelle donne, très clairement, les aspirations de la société, et on l'a vu, et c'était éclatant dans le Covid, ce qui a vraiment changé, c'est la prise de conscience de l'opinion publique de deux choses. Un, on a besoin d'une industrie forte pour réussir. Et l'industrie, c'est pas un secteur comme on a cru dans les années 2000, comme vous disiez, qui peut être fait ailleurs. Et deux, l'importance évidemment de la transition écologique. Pour avoir des produits qui soient respectueux, à la fois dans le développement produit, mais aussi derrière dans la façon dont les usines fonctionnent. Et donc, c'est d'avoir une économie circulaire. Moi, je crois beaucoup à ces deux aspirations-là pour tirer un mouvement qui permettra derrière, la clé de tout, c'est quoi ? C'est de réussir à réattirer les talents dans les usines. Et ça passera par les entreprises industrielles elles-mêmes qui attirent les talents, mais aussi par d'autres formes de création de valeur qui sont les startups. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement de création de startups. Comme disait Anaïs, on a la chance en France d'avoir Station F, d'avoir tout un tas de choses, la French Tech qui marche très bien. Un des enjeux pour moi, c'est de flécher ces talents-là vers l'industrie, parce qu'aujourd'hui, on a déjà fait 100 000 applications pour livrer des pizzas en moins de 3 secondes à la maison. Il y a beaucoup plus de potentiel à aller dans l'industrie qu'un espèce d'océan bleu, où vous allez par la proximité être proche de personnes qui sont plutôt dans les territoires périphériques, donc qui ne sont pas dans les métropoles. Vous allez apporter de la valeur à ces usines-là et vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des entreprises qui passent à l'échelle, c'est-à-dire qui vont pouvoir grandir très vite parce qu'il y a tellement de choses à faire dans les usines qu'on va pouvoir derrière développer une nouvelle forme d'industrie qui sera à la fois composée d'usines mais à la fois composée aussi de start-up qui sont à l'interface des usines et qui permettent de créer un écosystème comme on retrouve dans la Silicon Valley, comme on retrouve à Shenzhen. Anaïs Ouajilis, les bons signaux qu'on voit depuis 2 ans, recréation d'emplois dans l'industrie, c'est le fruit d'une politique industrielle, volontariste, menée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est plutôt le fruit d'une tendance globale de l'industrie mondiale à une certaine forme de désinternationalisation des processus de production ? Et puis surtout, est-ce que on peut encore parler aujourd'hui de politique industrielle ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que le retour, on va dire, en grâce de l'industrie à partir de 2017, c'est pas uniquement le fait d'Emmanuel Macron, c'est le fait des politiques qui ont été mises en place avec le CICE, le maintien du CIR, cet allègement, enfin tout ce travail sur l'allègement de la fiscalité et l'attractivité du territoire. C'est pas uniquement Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, à partir de 2017, récupère les fruits des politiques antérieures, il maintient la dynamique. Et il y a aussi un contexte macroéconomique, c'est-à-dire on est dans une tendance de sortie de crise à partir définitive. Je veux dire 2008 en 2017. C'est vraiment derrière nous, de retour de la croissance. Et donc, c'est plutôt favorable, plutôt porteur pour notre industrie. Il y a aussi je pense, une réflexion faite par un certain nombre d'industriels pour améliorer leur offre, mieux répondre aux attentes du marché, ce qui, de fait, est beaucoup plus porteur. Maintenant, parler encore de politique industrielle, moi, la politique industrielle, je veux vous dire, ça fait 40 ans qu'on en fait. On a un entassement de politique industrielle, de politique publique en général. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut une industrie dans ce pays ? C'est quoi la stratégie qu'on met en œuvre ? Au service de quoi et de quel projet de société on met l'industrie ? Si vous ne vous posez pas cette question, l'industrie, vous allez en avoir. Mais il faut que fondamentalement, l'industrie, elle serve un dessein qui la transcende. Et pour moi, je pense que le rôle de l'industrie en France, c'est favoriser la cohésion des territoires et la cohésion nationale. C'est le seul secteur d'activité qui est capable de créer des emplois pérennes dans des zones rurales et périurbaines. C'est pas le service. Mais vous dites d'ailleurs, vous imaginez une typologie des usines de demain. Vous dites, il y a 3 niveaux d'usines. Il y a ce que vous appelez la méga-usine, les usines intermédiaires et puis la micro-usine près de chez vous, quoi. Oui. Alors, avant le Covid, on commençait à percevoir un mouvement une tendance à la régionalisation, la continentalisation, comme on l'appelle comme on veut, de la production, parce que là, on a vécu un choc très violent, mais il y avait quand même une multiplication de risques qui faisait, et notamment aussi la guerre commerciale chino-américaine, qui faisait que les industriels avaient peut-être tendance à vouloir rapatrier une partie de leur production en Europe.
Donc, c'est pour ça qu'on parle donc, de méga-usines, parce qu'il y a encore des usines qui vont continuer à servir le monde entier. Je pense sur des composants électroniques faits en très grande série. Vous allez avoir des usines plus petites à l'échelle européenne pour servir le continent européen et des usines que vous verrez directement sur le lieu de consommation, presque comme on parlait Michael à l'instant, ou peu proche des marchés. C'était la tentative, par exemple, de la Speed Factory d'Adidas, qui malheureusement a fermé, a été délocalisée en Chine, donc c'est un peu un contre-exemple. En tout cas, on voit de plus en plus d'industriels. On voit aussi L'Oréal qui essaye de produire des cosmétiques directement dans les magasins pour répondre aux spécifications du client. Donc on voit bien cette tendance à la personnalisation du produit. Dans le B2C, maintenant, il faut trouver quels vont être les nouveaux leviers de création de valeur dans le B2B. C'est sûrement les services associés aux produits, comme on en parlait. Voilà. Et puis, il y a toute une question que cela soulève et que soulève cette crise, c'est le schéma de répartition de la valeur. C'est-à-dire qu'on parle de relocaliser. Relocaliser, on sait qu'aujourd'hui, il y a forcément un surcoût. Donc le surcoût, il va falloir l'expliquer soit par une meilleure qualité, soit par un environnement, une qualité environnementale des produits supérieure. Mais peut-être qu'il va falloir aussi, dans certains secteurs, et je sais que ce que je vais dire là ne va pas du tout plaire, mais se questionner sur le partage de la valeur. C'est-à-dire que le consommateur doit faire un effort, mais l'actionnaire peut-être peut aussi faire un effort pour recréer un schéma vertueux qui nous profitera à tous. Michael Valentin, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de relocalisation et grâce à quel type de politique industrielle? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Ce serait quoi des bonnes mesures pour redynamiser notre industrie? Alors, je pense qu'il y a des mesures que peut prendre l'État, les régions, etc. Je pense que, en tout cas, ce qu'on voit qui marche nous sur le terrain, c'est quand même des choses qui sont plutôt décentralisées en général. Et on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises partout. Par exemple, vous avez la région Grand Est là, qui a fait un Business Act récemment. Vous avez des choses qui se font en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, un peu partout dans les régions. Et en fait, donc assez proche du terrain parce que l'avenir, c'est plutôt le local en fait. C'est plutôt produire local avec les spécificités. En plus, en France, on a de la chance, on a plein de diversité de terroirs, on a encore beaucoup de métiers industriels quand même. Donc chaque territoire, un peu comme en Suisse. La Suisse, pour moi, est un exemple là-dessus. Chacun des cantons s'est spécialisé dans une typologie d'industrie et donc réussit bien grâce à ça. Après, par ailleurs, il y a un autre enjeu qui sont les industriels eux-mêmes. Et en fait, on voit de plus en plus d'industriels qui définissent leur raison d'être, qui est une raison d'être qui est supérieure à juste une raison d'être économique. Donc c'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Emmanuel Faber de Danone qui est rentré là-dedans récemment. Il y a Elon Musk aux États-Unis, il y a plein de patrons aussi de PME qui se posent cette question-là. C'est comment est-ce que je définis, comme disait Anaïs, au niveau national, on a besoin d'un projet industriel qui serve une cause un peu politique, mais de la même manière, vous pouvez décider vous-même, sans attendre que les pouvoirs publics fassent des choses, en tant que patron, de dire, moi, ma cause, c'est pas seulement de produire des yaourts, c'est aussi de servir tout simplement la transition écologique, par exemple. Et ça peut permettre à la société de changer, parce que si vous raisonnez comme ça, vous allez aussi inciter petit à petit le consommateur à voir différemment, à créer plus de transparence pour qu'il sache d'où viennent les produits et qu'il achète aussi responsable, et donc à créer un cercle vertueux. Oui, mais la question que pose Anaïs, il ne faut pas l'éluder. C'est-à-dire, en gros, il y a un moment où il ne faut pas se leurrer. Tout ça va quand même coûter plus cher au client final. Moi, j'ai un bon exemple de ça. Par exemple, si vous regardez où est implanté, on prend l'exemple de Tesla aux États-Unis, ils sont implantés où? Ils sont implantés dans la Silicon Valley. Et là, ils viennent d'implanter une usine près de Berlin, donc un endroit qui n'est pas particulièrement pas cher. C'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien se mettre en pleine campagne, etc. Ils se sont mis dans des endroits comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont à proximité des talents. Donc moi, je crois que l'avenir de l'industrie, c'est pas d'aller vers le moins cher, comme disait Anaïs tout à l'heure, parce qu'on gagnera jamais cette bataille-là tant qu'il n'y aura pas un équilibre mondial. Et je sais pas si ça arrivera un jour des richesses. Mais par contre, c'est de se positionner sur des produits à valeur ajoutée connectés, sur le mode réseau, sur des nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre qu'en fait l'industrie, on ait des salaires qui soient des bons salaires et qu'on vende des produits qui aient tellement de valeur que le client en fait est prêt à payer plus cher pour ce produit-là. Et juste pour terminer, les compétences, est-ce qu'on les a ou est-ce qu'on les a pas, ou est-ce que c'est un des principaux freins aujourd'hui à la croissance industrielle? Anaïs. Alors, ça dépend de quel type de compétences vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'on a, il y a des compétences qui existent mais qui ne sont pas naturellement tournées vers l'industrie, comme en parlait Michael tout à l'heure. Et il y a des compétences qu'il va falloir acquérir et renforcer. Et je pense que les compétences dont on va manquer aujourd'hui quand on parle de relocalisation, c'est plutôt des compétences hyper traditionnelles. Des métiers qui ont été détruits parce qu'on a délocalisé intégralement les chaînes de valeur. Et quand on va vouloir relocaliser, il y a certains métiers qui vont manquer parce qu'on ne forme plus les gens pour ces métiers très classiques et qui sont aussi des métiers passionnants. On le dit assez rarement. Je crois que si je mets un message d'espoir, c'est on aura vraiment gagné la bataille. Le vrai signal fort pour l'industrie, ce sera quand on arrêtera d'avoir honte d'envoyer son enfant dans une école pour devenir se destiner à un métier industriel, mais que ça deviendra une fierté de travailler pour les usines françaises. Michael Valentin. Sur les compétences, je rejoins complètement Anaïs. Quand vous demandez aujourd'hui à un patron industriel son principal problème,
En tout cas, avant le Covid, c'était de trouver des usineurs, des chaudronniers, des maintenanciers, etc. Donc on manque des compétences de base. Ensuite, les nouvelles compétences, on a la chance de les avoir dans la French Tech en partie, des designers, des codeurs, des architectes de données, etc. Il faut en former beaucoup plus et il faut aussi surtout apprendre à apprendre parce qu'en fait, il y a eu des études qui ont été faites par le World Economic Forum. En 2030, il y a probablement 50% des compétences dont on aura besoin qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Donc la clé, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui soit apprenant pour qu'au fil de l'eau, on se forme aux nouvelles technologies et que ça fasse partie du quotidien de chaque entreprise de se former le plus vite possible à toutes les nouvelles tendances. Merci beaucoup à tous les deux, Michael, Valentin, Hyper Manufacturing, l'après Lean. Attends, je vous ai même pas demandé c'était quoi le Lean déjà, parce que Lean Manufacturing, c'est la version, c'est le système qui vient du système Toyota, justement de Toyotisme, c'est l'organisation industrielle définie par Toyota. D'accord. Et puis Anaïs Voix-Gilis et Olivier Luanzi vers la renaissance industrielle. 100 points d'exclamation. Non, mais 100 points d'interrogation. C'est aux éditions Marie B avec La Fabrique de l'Industrie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.